OK. OK. En forme? Yes, certain, toi? Yes. Et cet épisode est encore présenté par notre commanditaire, C'était Grupo Bimbo. corporate, hein? C'est Vraiment, comme ça. il nous comme... Charles Tissère sort de ce corps. Ouais, vraiment. C'est vrai que j'étais corporate un peu, mais bref, quand même, c'est présenté par notre commanditaire, Grupo Bimbo. Ouais, on est allé visiter leur usine Oui, à Laval. J'ai jamais été autant excité par un pain hot dog frais. Man, c'était vraiment impressionnant. Hein? Ça sentait bon. C'est fou comment ils en sortent. Oh, et c'est automatisé. Tu sais, les gens de l'usine, ils travaillent fort, mais ils se blesseront pas. Tu sais, mettons que, tu sais, quand on disait qu'ils font 10 000 pains à l'heure, faut le voir pour le croire, mais on vous le confirme, c'est vraiment impressionnant. Mais ils en sortent. Tout est bien fait. Et ils cherchent encore des employés. En plus que nous, je pense que ça a aidé. Il y a des gens du podcast qui sont allés porter leur CV. Donc, continuez. Il y a plein de postes disponibles. Il y a beaucoup de postes disponibles un peu partout dans l'usine. Production. Électro-ingénieur en électromécanique. Ouais, hein, c'est ça, dénitration, on va le mettre dans le bas. Je crappe le mot. Mais il y a beaucoup de postes. Puis pour vrai, c'est vraiment... On a rencontré l'équipe. Tu sais, oui, on fait de la pub pour eux, mais... C'est vraiment cool de faire de la pub pour des gens aussi smart. Ben, ils sont smart et dévoués. Tu sais, moi, je pensais pas que tu pouvais triper sur une usine dans la vie. Ouais. Puis là, on a vu des passionnés d'usine, des passionnés du travail en usine, des passionnés de gens. Ouais. Ils cherchent des collaborateurs, en fait. Ouais, c'est comme ça qu'ils appellent leurs employés. C'est vrai, on salue toute l'équipe de Grupo Bimbo qui commandit ce podcast. Étienne, Jacinthe, Luc, qu'on a rencontré. Gilles, Luc. Et Oscar qu'on a rencontré aussi. On a rencontré plein de beaux gens. Donc, vous allez voir, vous pouvez envoyer votre CV ou vous pouvez le porter en main propre au 3445 avenue Francis Hugues à Laval ou l'envoyer à l'adresse qui est au bas de l'écran au cbemploi.usinelaval commercial gripobimbo.com. T'es bon, là, tout dans ta tête. Tout dans ma tête, je m'en souviens. Donc, allez-y. Il présente un épisode qu'on a adoré tourner. C'était avec Patrick Groux. Qui était d'une générosité incroyable. C'est... il me semble qu'on dit souvent ça, là, mais moi, c'était un de mes épisodes préférés. C'était un mix entre l'énergie et l'authenticité, un blend parfait. Ça a été vraiment, vraiment le fun à faire. Teinté par des allergies saisonnières, là, on l'a dit beaucoup juste pour être sûr. Là, tout le monde a passé des tests négatifs à la COVID. Donc, ça a été super cool. Et pour vrai, moi, je me vois beaucoup dans Pat. C'est quelqu'un de très inspirant. Donc, vous allez voir... Un petit gars franco-ontarien qui a fait son chemin jusqu'à Montréal. Ouais, qui a travaillé dans des bars de danseurs jusqu'à passer des pamphlets, puis ci, puis ça. Fait que non, c'était vraiment, vraiment le fun, puis qui a une super carrière. Genre, pas besoin de présentation. Ouais, c'est ça, tout le monde connaît Pat Groux. Fait que c'est un super épisode, profitez-en. Ouais, donc bonne écoute et suivez-nous sur nos plateformes et taguez-nous dans vos affaires. Ça va nous faire plaisir de nous lire. Donc bonne écoute, présenté par Grupo Bimbo. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Salut mon Ludovic. Salut Crips. Ça va? C'est le printemps qui commence. Mais moi aussi, j'aime ça le printemps, mais comme notre invité, moi j'ai des grosses allergies. Je sais pas si j'ai mes yeux rouges en ce moment. Non, ça verrait pas. Ils sont juste un peu enflés. À matin, j'avais de l'air du gars qui a passé le 420 mettons. Mais j'ai les yeux... Moi, quand j'ai des rushs, là, moi j'ai déjà manqué des shows à cause de ça. Tu voyais rien? Tu peux pas ouvrir tes yeux? Quand je m'étais battu, là, je te dis, un moment donné, mon père était venu me chercher j'avais une game de golf, il était venu me chercher au 8e parce que je ne pouvais pas le chauffer de Mirabel à Sainte-Thérèse. Tu fais pas jouer blind, tu sais? Je voyais rien. Ben, déjà, ça aurait pu faire la même affaire, honnêtement, au nombre de balles que je perds. J'ai jamais été allergique, moi, dans la vie. Je suis chanceux, là. Je pense qu'il y a une année que j'ai mouché un peu, puis après ça, non, c'était parti. Je pensais que c'était des cycles de 7 ans, tu disais? Ouais, ça se peut que ça arrive. Fais attention. On a notre invité, Patrick Groux. Comment ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Toi, c'est victime des... Je suis prêt, là. Moi, j'ai la boîte de Kleenex stand-by. Je m'excuse pour mes allergies. Je parle du nez, mais... Faites 4 tests COVID à date. Ouais, puis c'est on panique avec ça. Hein? On panique. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, ça n'a plus d'allure. On a été habitués pendant 2 ans, on n'avait rien. Ouais.
Fait que là, ça revient. Là, il y a les rhumes, la grippe, les allergies. Les gastro, je pense. Aussi, tout revient. Tout revient, mais non, j'avais pas de symptômes. Mais c'est parce que notre système, il s'est un peu affaibli, puis là, on pogne tout en même temps. D'après moi, oui. Ça se peut, hein? Puis là, il y a moins de masques, il y a moins de tout ça. Fait que je pense qu'on a un petit bout à tout pogner. Tant que c'est pas de la gastro. Tu parlais d'annuler des shows. Moi, j'ai annulé 2 shows dans ma vie, là. Puis c'était la gastro. Tu peux rien faire, Tu peux rien faire. Tu peux pas faire un show pendant que tu te chies dans les culottes. Tu peux, mais c'est... Le monde va partir plus vite à la fin. Imagine, mon gars, comment tu te sens. Un bon moyen de te faire connaître. Tu te mets des culottes de cuir avec des élastiques aux chevilles. Ça gonfle pendant le show. Les affaires dans le temps métal, là, pour pas que les culottes pognent dans le vélo. Ah oui, le petit c'est comme un collet de sécheuse, tu sais, qu'on se mettait. Exact, au bout. Mais c'est vrai que j'avoue que, tu sais, la gastro, c'est le genre d'affaire que tu peux pas... Faut que tu dises non. Ça, il n'y a rien à faire avec ça. Non. Mais 104 de fièvre, cracher du sang, ça, je l'ai tout fait. La jambe cassée. Pat Grou, t'es né le 28 mai 1974. Là, t'as bougé. T'es franco-ontarien, fier franco-ontarien, t'as bougé. Là, ça c'est pas... T'es né à Ottawa. Ouais. Puis après, tu t'es dirigé vers Gatineau, Saint-Agathe-des-Monts. Ça a bougé pas mal. Là. C'est pour ça que c'est pas clair d'où je viens. Parce que les 10 premières années de ma vie, j'étais au Québec. Mais je suis juste né à Ottawa. Fait que je suis né à l'hôpital Montfort. Ouais. Seul hôpital francophone en Ontario. J'aime ça le dire. Pour les franco-ontariens, ils se sont battus pour garder cet hôpital-là. Mais mes parents, la maison était à Gatineau. Fait que t'as les 2 passeports, là. T'as le passeport ontarien. Ouais, exactement. Moi, je peux traverser comme je veux. Fait qu'ils m'ont pris de là, m'ont emmené dans la maison à Gatineau. Puis là, 5 ans à Gatineau, 5 ans à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, où là, j'ai passé vraiment... On parlait de vélo puis de BMX. Tu sais, je veux dire, les cartes de hockey, là, dans les roues, là, faire comme une moto. Faire comme une moto. Non, c'est des canettes. Une canette que t'écrases puis tu mets. Ah ouais, OK. Mais non, c'est vrai. Puis, tu sais, après t'es retourné à 10 ans. Ouais, là, à 10 ans, là, je suis retourné en Ontario. Fait que, tu sais, comme avant, de 0 à 20 ans, j'avais passé 10 ans au Québec, 10 ans en Ontario. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours considéré que j'étais les deux. Puis mon adolescence en Ontario, je l'ai passé avec des Anglais. Je restais, moi, j'étais à Gloucester, qui est à côté d'Ottawa, dans un quartier qui s'appelle Sirville, qui est très, très, très francophone, avec des écoles francophones, des églises francophones. Moi, j'étais obligé d'aller à la messe, fait que pour moi, j'y allais en français. Mais fait que c'est pour ça que je suis très attaché à ça, très fier d'être franco-ontarien, parce que pendant 10 ans, j'ai su c'était quoi de se battre pour sa langue, puis préserver sa langue. Puis dans les corridors, c'était pas évident. Nous autres, tout le monde... Moi, quand je suis arrivé, c'est ça qui me faisait capoter. J'étais dans une école francophone, mais tout le monde parle anglais dans les corridors. Les professeurs passaient, ils disaient « Parle français », tu sais. Puis je me disais « Mais pourquoi tout le monde parle anglais ici? » Puis je comprenais pas, mais c'est parce que à l'extérieur de l'école, tout se passe en anglais. C'est ça, fait que j'ai été obligé vite d'apprendre l'anglais. Moi, mes premières amies étaient dans mon quartier, puis c'était 2 francophones, mais je me souviens de Sarah qui parlait tout le temps anglais, puis je disais, mais pourquoi tu parles anglais si tu parles français? Je comprenais pas. Fait que, c'est les institutions qui gardent la langue. Oui. Dans le fond, là, c'est ce que je complètement. Puis tu sais, c'est niaiseux, là, mais on commence à le sentir à Montréal, puis dans les environs, puis à Laval. Il y a de plus en plus d'anglophones. Tout ça, même dans les commerces. Là, dans les commerces, puis l'assimilation, là, on la sent tranquillement, pas vite. Fait que, mais en Ontario, c'est là depuis longtemps. Puis ça a fait des ravages. Je veux dire, moi, mon père, là, puis ma mère, c'est des franco-ontariens, mais mon père, il a de la misère à parler l'anglais. Il y a un accent there. Puis, tu sais, cette génération-là, c'était comme ça. Mais les jeunes, maintenant, je regarde les enfants de mes amis, puis ils parlent beaucoup plus comme ça. Puis là, on sent plus l'accent, qui est plus chanté. Puis, mais mes parents, moi, c'est pas ça pantoute. C'est-à-dire, même s'ils ont un accent franco-ontarien, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est ça. Moi, c'était nouveau pour moi. Je suis arrivé à l'école. Puis pourtant, ma mère, à Sainte-Agathe, c'était une prof. Ma mère a toujours enseigné. Puis ma mère, sa job, c'était d'assimiler les Anglais. Elle avait une immersion. Fait qu'elle apprenait le français aux Anglais. Fait que quand on est déménagé à Sainte-Agathe, nous autres, on avait un prof d'anglais, je me souviens, en 4e année, qu'il y a une madame qui, je me souviens pas de son nom parce qu'elle n'est pas restée longtemps. Puis on a eu un professeur suppléant qui est arrivé.
Puis lui, c'était un professeur des Premières Nations qui nous racontait des légendes en français. Ah ouais? Fait que c'était ça notre cours d'anglais. C'est qu'à un moment donné, ils l'ont comme mis dehors. Ils se sont rendus compte qu'on apprenait rien. Que c'est des belles légendes, mais il n'y a rien d'anglais là-dedans. C'est fun pour nous autres. Et là, ma mère qui arrive, toi, puis tout à coup, c'est... On va en... Hello, puis là, we're gonna speak English, we're gonna learn English now, puis Puis on se disait, voyons, de quoi qu'elle parle, là. Puis le premier exercice, je me souviens, là, il y avait un chien, un chat, une vache, puis l'autre base, c'était écrit cat, dog. Écoute, on avait de la misère à faire les lignes. Fait que juste pour te dire comment je parle anglais quand je suis arrivé en Ontario, fait que... Puis là, tout, admettons, c'est ça qui est spécial, je comprends, parce que, tu sais, il y a comme une petite communauté en humour aussi d'humoristes franco-ontariens. Il y en a de plus en plus. Il y a toi, il y a Alexandre Bizarillon qui vient de... Il y a Catherine Levac qui vient aussi de... Alex Bizarillon qui vient de Vanier, là. Ah ouais. Qui est quand même très francophone, mais très tough comme quartier aussi. Là. Moi, mon père vient de Vanier. Chaque fois que je vois Biz, on se parle un peu de ça. Là, c'est un quartier tough. Ouais. C'est un quartier franco-ontarien? Franco-ontarien. Vanier, il n'y a pas un Vanier à Québec aussi? Oui, Ville-Vanier. Ça aussi, je pense que c'est rough aussi à Québec, Ville-Vanier. Oui. Je pense qu'il y a une... C'est franco-ontarien, non? Non, ça, c'est vraiment québécois francophone. N'importe quelle ville qui s'appelle Vanier. C'est tous des franco-ontariens. Il y a des franco-ontariens en Espagne, là, à Vanier. Vanier-Espagne. Non, mais je trouve ça, tu sais, il y a une fierté, puis comme tu dis, de préserver la langue française dans les villages ontariens, tu sais, franco-ontariens. Il y a de quoi de beau. T'as fait des shows aussi, je pense, pour la fête des villages franco-ontariens, me semble. Oui, mais j'ai fait beaucoup de tournées en Ontario parce que... Tu sais, tu te souviens de comment c'est tough aussi de recevoir des artistes de l'extérieur de l'Ontario, parce que c'est des plus petites communautés, c'est loin, c'est moins payant. Fait que à chaque fois que je faisais une tournée, je l'ai faite 4 fois, je faisais toujours ma tournée franco-ontarienne, où je partais, puis là, on y allait avec les moyens qu'il y avait. Mais ils sont de mieux en mieux organisés. Là, il y a Réseau Ontario maintenant, puis tu sais, il y a le MIFO aussi à Orléans, qui était bien important, moi, plus tard pour moi. Ça m'a permis de me développer avec mon groupe. Moi, je viens d'un groupe d'humour, un groupe franco-ontarien. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'organismes aussi qui veulent garder le français vivant, culture, mais c'est pas évident. Non. Entouré de... Tu sais, moi, ces 10 années-là, j'ai quand même une culture américaine, britannique, australienne, tu sais, pour le stand-up. Parce que j'étais dans ce milieu-là, mais moi, je pense que ça m'a servi aussi dans ma vie, puis ça continue de me servir encore. C'est une richesse, mais en même temps, de garder ta langue, c'est important aussi. Moi, je parle encore tu sais, pourtant, je pense que je suis pas mal parfaitement bilingue. Mais j'ai encore un petit accent quand je parle en anglais, parce que mon père voulait pas qu'on perde notre accent. Tu sais, là, on voulait pas parler comme mon père non plus. There. Puis mon père, je me souviens d'une fois, on était au golf. Puis là, mon père, il voulait dire, je suis le troisième, on est les troisièmes. Puis là, il disait, I'm the third. Puis c'est là que tu apprends le third puis le third. Il y a une différence importante. C'est soit je suis le troisième ou je suis une crotte. C'est ça. Un third, un tas de marde. C'est vrai. Une crotte. Un tas de marde. Fait que c'est ça. Mais c'est vrai que, tu sais, comme toutes les communautés, admettons, canadiennes qui parlent en anglais, admettons, tu checkes les gens d'Acadie, de Moncton, admettons, tu sais, c'est qui Julien Dionne, l'humoriste, il parle anglais, puis même en français, il y a un accent. C'est tellement attachant, je trouve, par exemple. Là. C'est comme tu as des accents dans les 2 langues. C'est comme si tu avais 2 langues secondes. Ouais, exact. La tienne, on sait pas où. Ben, souvent, on dit ça, tu sais, qu'on est... Hey, j'ai failli éternuer, là, j'ai un œil qui est en train de couler. OK, c'est bon. Concentre-toi, Pat, ça serait pas cool ici. Là. Ben non, mais tu fais ça. Je pense. C'est ça. Ah oui. Mais c'est ça, des fois, on dit qu'on est ni bon en français, ni bon en anglais. Ouais, c'est weird pareil. Tu te perfectionnes de toute façon, mais... ouais, je comprends. Mais c'est ça. Justement, à l'école, t'es allé à Sainte-Agathe, t'es allé dans une école qui s'appelle Lionel Groux, qui est pas le collège, qui est une école primaire. Après, Notre-Dame de la Sagesse. Puis, tu sais, tu t'es vu que t'as beaucoup déménagé, tu t'es promené pas mal. Puis, quand t'es arrivé dans le circuit, dans le modèle académique ontarien, qui est complètement différent de lui, du Québec, c'est comme des écoles de transition quand tu finis. Tu vas pas au cégep tout de suite. C'est comme les... C'est comme il y a une école, il y a l'école intermédiaire en Ontario français. Là, excusez-moi, je sais pas si ça existe encore, mais quand moi j'étais là, c'était ça. Fait que tu pars là, t'as maternelle, tout ça, mais tu pars de la première année jusqu'à l'époque, la 13e année.
À l'époque, la 13e année, c'est un prix universitaire. OK. Fait que de première année à 6e année, c'est ton primaire. Puis après ça, de 7, 8e année, c'est l'école intermédiaire. Donc, qui va te préparer à ton secondaire. OK. Parce qu'un secondaire en Ontario, c'est de 9e année à 13e année. Mais là, je pense qu'ils ont aboli la 13e année. OK. Fait que là, tu passes directement de ta 12e à l'université. Alors qu'au Québec, là, tu as ton secondaire 1, blablabla, puis là, ben, tu vas au cégep avant de pouvoir entrer soit à l'université, soit au collège, faire une technique en quelque part, tu sais. Fait que ce qui fait que, tu sais, c'est différent, c'est bon puis c'est pas bon. Tu sais, si tu sais ce que tu veux faire dans la vie, c'est jeune en tabarouette. Cool. T'arrives à 17 ans, 16-17 ans à l'université. Moi, je savais pas ce que je voulais faire. Fait que là, tu t'inscris dans quoi au cégep? Alors que quand tu sais pas quoi faire en Ontario, ben, tu continues à avoir des cours académiques, à apprendre plein de matières quand même. Fait que, tu sais, il y a toujours les histoires, c'est que le cégep, tu vas là pour niaiser, fumer du pot. Quand tu sais pas trop où t'enligner, ou faire de l'impôt. Non, mais tu vois, le pré-universitaire, quand tu rentres à l'université, t'as à peu près le même âge, je pense, qu'après le cégep. J'imagine. Mais, tu sais, c'est tellement tough parce que, tu sais, au Québec, c'est genre, t'arrives rapidement comme, veux-tu faire des sciences humaines, tu sais, avec maths ou sans maths, ou tu veux aller en sciences de la nature, ou que t'as tous les cours de bio. Puis là, mettons, tu comme. Le nom, ça ressemble drôlement aussi. En plus. C'est ça. Moi, je trouve que ça porte à confusion. Mais tu te fermes, tiens, mettons, si t'en prends un, tu te fermes plein de portes. Si tu prends sciences humaines, pas de maths, t'as juste pas de porte. T'es dans un corridor assis bien avec des murs. Fait que, tu sais, c'est tellement difficile comme choix. C'est tough. Mais aussi l'encadrement. Vraiment. D'un corridor juste avec des murs. Pas de porte. Tu t'assois dans le milieu, tu dînes, t'attends que l'impro vienne te chercher. Mais la 13e année, c'est-tu comme la même structure, genre t'as des cours, puis si tu fais pas ton horaire, tu sais, au cégep, là, tu passes au secondaire, être encadré par des professeurs, puis aller au cégep, que là, tu fais ton horaire, tu te pointes comme quasiment quand tu veux. Tu sais, le cégep, il y a un énorme gap entre le secondaire et le cégep pour la liberté. Là. Mais c'est pas si lousse que ça, mais t'as plus de choix dans tes choix de cours, maintenant. OK. Si tu veux faire plus de maths, de sciences, de tout, tu peux choisir tes cours en conséquence. Si tu t'en vas plus dans les langues, si tu sais que tu vas avoir besoin de langue pour ce que tu veux faire, ou de littérature, ou tu sais, tu peux te placer comme ça. Tu as des périodes libres. C'est un peu plus slack, mais c'est plus académique, je pense. Tu peux pas arriver à tes cours à l'heure que tu veux. C'est ça. Tu es encore dans un minding secondaire plus rigoureux, puis tout ça. Puis, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est pour ça que moi, j'ai pas de cégep dans la vie, mais j'ai ma 13e année. Fait que moi, je pouvais passer de ça directement à l'université. Fait que quand les gens me demandent... Même au Québec, dans le fond. Mais je dis, j'ai un secondaire. Mais un secondaire au Québec, c'est un secondaire 5, mais là, t'as pas de cégep. Fait que moi, j'ai comme, mettons, l'équivalent d'un cégep, mais je peux pas dire ça. Mais moi, j'ai un secondaire, parce que c'est ça que j'ai. Secondaire 13, il répète souvent. C'est vrai, ça se dit bien, par exemple, j'ai un secondaire 13. On serait juste à redoubler 8 fois. Exact. Mon père disait toujours qu'il était instruit. Il dit, j'ai 3 ans d'high school, moi. Il dit encore third. Ouais, c'est ça, third. Mais là, tu sais, malgré les systèmes scolaires, t'étais un élève un peu gêné, mais qui avait quand même de la drive. Là. Tu dérangeais dans les classes, mais t'étais pas méchant. T'es pas méchant, mais peut-être baveux. OK. Baveux pour faire rire. Ça fait rire avec baveux. Tu veux un crowd un peu. Moi, j'avais voulu un crowd. Quand t'es méchant, t'es juste méchant. C'est ça. Mais quand t'es juste sur le edge, je pense. C'est la ligne, tu joues avec la ligne. J'étais un hyperactif qui dérangeait. Là, ma mère me l'a souvent raconté. Là, je veux dire, première journée d'école, les professeurs appelaient chez nous pour dire on va peut-être avoir un problème avec votre fils. Peut-être. Ils tentaient le terrain déjà. Là. Mais ça, c'est pas une joke. Là. Chaque première journée d'école, j'ai demandé à ma mère, t'exagères-tu? Puis elle dit non. Elle dit je pense que c'est jusqu'en 10 ou 11e année. À chaque année, les gens savaient que j'arrivais en classe puis je voulais faire rire. Puis, tu veux faire marquer ta ton territoire. J'étais pas ben grand à l'école. Tu fais ta place comme tu peux. J'étais correct dans le sport. J'étais pas un sport sportif élite non plus. Mais je savais que j'étais drôle. Je savais que je pouvais faire rire. Tu connaissais tes forces. Ouais. Puis l'humour, quand tu y repenses aujourd'hui, l'humour, c'est de la surprise. Puis pour surprendre, 100%. Des fois, il faut que tu déranges. Complètement. Fait que sinon, le pattern ne marche pas. C'est ça que je faisais. Pour surprendre, mais pour faire rire, des fois, tu te mets dans des positions mais c'est pas toujours évidentes. Là. C'est spécial quand même, tu sais, que la direction appelle ta mère pour dire ça. C'est comme, admettons, rendu à la 4e année,
sais, on dirait que c'est comme si les profs, ils attendaient quand est-ce que Pat va faire sa première joke, là, bang, tout le monde rit et comment ça va être long. Mais ce rire-là, je veux dire, tu le sais, là. C'est un rire de crowd. La première fois que tu entends ça, moi, c'était en maternelle la première fois. Je m'en souviens. Là. J'avais fait une joke, puis pendant des années, je faisais des jokes sans le savoir. C'est ça aussi, je sais pas si c'était ça, toi, mais tu fais rire, mais tu sais pas pourquoi. Tu dis, pourquoi le monde rit? Là, tu dis, je dois être tata. Fait que là, tu commences à te dire, OK, ben, je vais essayer de dire moins de niaiseries, mais des niaiseries, ça vient facilement. Puis à un moment donné, ça devient complexant. Tu dis, je suis niaiseux. C'est ça. C'est un tata, c'est ça. Un tata, mais non. Mais moi, ce qui me fait rire, c'était... Puis des fois, un humoriste est curieux, fait que tu poses des questions, puis t'es pas sûr, mais en même temps, c'est des questions niaiseuses. Je veux pas, parce que plus jeune, t'as pas ça de te dire, je vais me garder... complètement. Une petite gêne, je vais réfléchir un peu avant de poser ma question. Le googler avant sur mon téléphone. T'as pas de filtre aussi quand t'es jeune, là, tu sais, ça sort. D'où des fois, tu sais, admettons, un enfant, on peut, tu sais, comme, c'est pas méchant parce qu'il y a pas de filtre puis il a pas pensé à l'impact que ça peut faire sur la personne, tu sais. Fait qu'en vieillissant, tu comprends, mais à un moment donné, t'es assez vieux pour dire, bon, ça, ce que je vais dire, c'est méchant. Maintenant... Est-ce que le gag en vaut la peine? C'est ça. Tu sais, est-ce que je le fais? Parce que là, je vais avoir une retenue, je vais rester après l'école. Si je n'accumule trop, ils vont me sacrer dehors. Mais des fois, le gag vaut la peine. C'est l'équivalent d'un gag genre controversé, mettons. Si tu te dis, t'écris de quoi, puis t'es comme, ça va graffiner, là, je le sais. Est-ce que ça vaut la peine de... Je peux-tu vous raconter je sais pas si c'est la pire, mais mon plus gros rire à vie. Là. On dit-tu non? On dit non. Ouais, dites non. Hey, tout le long aussi. Non, faut vraiment j'écoute rester. Plus pendant l'autre heure. Vas-y. Ben, c'était en 11e année, pour vous situer. Ça veut dire 9, 10, secondaire 2. OK. Secondaire 3. Fait que 13, 14. C'est ça. OK. Puis dans la classe, je demande une efface à ma chum, Brigitte Chrétien, que je salue. Puis le prof... qu'on n'aime pas parce qu'elle elle filait pas. On a su après qu'elle était en burn-out tout ça, mais quand tu... Elle avait la mèche courte, là. Elle avait la mèche courte, puis elle était juste souvent pas fine. On ne l'aimait pas, tu sais. En partant, ça aidait pas. Puis là, elle m'engueule. « Patrick, là, je dis, relax, c'est déjà, l'attitude, le calme-toi, puis tout. Et là, je la fais flipper. Elle aime pas mon attitude. Elle prend un mètre. Et elle commence à frapper ça sur la table. Ben voyons donc. Et là, moi, je me lève, je vois, t'es folle, tu sais. Là, tout le monde rit, mais en même temps, il y a comme un malaise. C'est big ce qui se passe, tu sais, là. Elle varge un bureau. Puis, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Puis, Puis, j'étais un peu fâché aussi, parce qu'à un moment donné, t'es ado, puis... Elle dépasse la ligne. Tu dépasses la ligne. J'ai demandé une efface, puis c'est peut-être de l'accumulation de gros aussi dans l'année, d'attitude de merde. Puis elle qui est brûlée, tu sais. Elle qui est brûlée, qui est pas revenue d'ailleurs l'année d'après, pauvre elle, mais bref. Et là, à pogne, il y avait des gros téléphones dans les classes dans le temps, à mon époque. Puis elle prend le téléphone, puis elle dit « Ouais, Patrick Gros », puis elle commence à expliquer ce qui s'est passé, puis il écoute pas, puis il dérange, puis là, elle dit « Il copie ». Elle dit ça au téléphone, puis elle dit « Je vous l'envoie », puis elle raccroche, puis elle dit « Va dans le bureau du directeur ». J'ai dit « J'ai pas copié ». Puis là, j'ai dit « Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai demandé une efface, j'ai pas copié sur l'autre. » Puis elle dit « Sors, puis va-t'en, puis tout ça ». J'ai dit « Non ». Puis elle dit « Sors », puis elle pompe encore plus. J'ai dit « Non, j'irai pas ». J'ai dit « Parce que vous y avez pas parlé pour de vrai ». J'ai dit « Pognez le téléphone, là, puis dis pour vrai que je m'en viens, puis je vais y aller ». Gros, je le savais qu'elle n'y avait pas parlé. OK, elle avait fait dans la façon qu'elle l'avait fait, je savais qu'elle faisait ça. Elle voulait m'en faire l'exemple pour les autres, hein? Tu sais, mais le silence qu'il y a eu là, puis la fraction de seconde où je repense à ça comme adulte, où elle, comme professeur, a eu à décider. Qu'est-ce qu'elle fait? Tiens-tu mon bout? Fait que probablement qu'elle n'était pas capable, elle s'est faite pogner, elle est retournée. Elle a pris le téléphone et là, elle a changé de ton. Là. Puis là, elle a dit Patrick Gros encore, il n'a pas été je vous l'envoie, mais pas le même ton. Frustré de femme qui fait une table d'avant. Fait que elle raccroche, je me lève, puis je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a là, la porte est derrière moi, là, la classe est là, puis je dis voyez, arrêtez de vous fâcher pour rien. Et là, ça pas d'allure. Je prends ses joues comme ça. Je donne un petit bec dans le front. Non. Mais non. Et là, derrière moi, j'entends...
la classe. Puis je me souviens, là, je marche dans le corridor au ralenti. Fier de moi. C'est bon. J'arrive dans le bureau de M. Wallet, qui me connaît, puis lui, il trouvait tout le temps ça drôle parce que moi, là, j'essaie d'enseigner ça à mes enfants. Action, conséquence. Ouais. C'est pas compliqué. Ouais. Si tu fais quelque chose, attends-toi à une conséquence. Des fois, ça vaut la peine, puis des fois, non. Puis là-dedans, mais bref. Ouais. Fait que je restais en retenue, puis je me faisais punir, puis tout le temps, puis lui, il aimait ça. J'ouvrais la porte, là. Je m'assoyais devant Qu'est-ce que t'as fait, Pat? Il se mettait les pieds sur le bureau. Il disait... Il éteignait sa cigarette. Donne-moi ça. Pas loin. Puis là, on avait des papiers, on avait des fiches qu'ils mettaient dans nos dossiers, puis tout ça. Puis moi, je me souviens que cette année-là, c'était la pire, là, pour plein de raisons. J'étais moins fin cette année-là. Je me cherchais. Puis... Mais bref, j'avais 64 fiches. Ça, c'est 64 fois. Allez voir. Le directeur. Puis il y a genre 180 jours d'école dans une année. Exact. C'est une fois ou 3 jours. Une idée de... Mais ça, c'était le plus méchant que j'ai été. Mais je repense à ce pauvre prof-là. Elle haïssait ça. Tu sais, comme des ongles sur un tableau. Là. Elle haïssait ça quand... Chercher, elle nous demandait de changer de place avec nos pupitres. Ça faisait... ce bruit-là. Fait qu'à un moment donné, j'ai honte. Avant qu'elle arrive, on s'était dit, quand elle va nous demander d'aller, parce qu'il fallait se lever, puis aller avec un partner à sa place, on a dit, on va tout bouger plus. Oh my God! Mais quand elle a dit, allez rejoindre vos partenaires, toute la classe a fait ça, puis pour vrai, je repense à ça, c'était pas fin. Elle faisait pitié, là. Elle était comme, c'était, non, pas... Elle était au bout du rouleau, là, puis tu sais, quand un son t'agresse, puis là, c'est multiplié par 30. En plus, tu sais que tous les kids font ça juste pour te piquer, là. Je la nommerai pas, là, mais je vais en profiter pour dire, je m'excuse, pour vrai. Je savais pas. Mais c'est vrai que des fois, tu réalises plus tard des trucs, tu sais, quand t'es jeune, puis que tu dis que tu fais, c'est comme, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais je comprends. Toi, t'étais-tu tannant? Ouais, quand même. Puis j'ai des fiches, là, c'est pas des fiches, là, mais j'avais... je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais moi, fallait que je fasse signer mon agenda à chaque jour à ma mère. Oh boy. Parce que tous les profs mettaient des commentaires. J'avais une feuille de route. Ouais. Puis ça, quand t'as une feuille de route, là, ça part mal, ça. C'est vraiment pas bon, là. Mais tu vois, toi, t'avais une feuille de route. Moi, j'avais des fiches. Ouais. Mon père avait des coups de strap. Le martinet qui appelait dans le temps, là. Ah ouais, hein? Fait qu'imagine. Ah ouais, c'est une autre époque, là, tu sais. Ça évolue. Je sais pas aujourd'hui c'est quoi. Tu reçois un texto à chaque soir. C'est ça. Non, il y a une note au portail. Ouais, au portail, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est tout virtuel maintenant. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est quand même fou. C'est vrai que ça a évolué, tu sais, mettons, ton père, mon père aussi, là, c'était comme, c'était des coups de règle, mais tu sais, juste qu'elle aille varger sur le bureau, on dirait que c'est comme à cheval entre une autre époque puis la tienne. Ouais, c'était pas clair, nous autres. Moi, j'avais un directeur que je nommerai pas non plus quand j'étais jeune, là, que c'était un peu de l'humiliation. Quand t'étais pas fin, il y avait les rangs le matin à l'école. Puis là, t'allais devant les enfants punis, là. Puis il te pognait. Moi, je me souviens, il te pognait par le... Voyons donc. Il te pognait par le gros de cou de main, là. J'en ai de plus en plus. Il aurait aimé ça à l'époque. Puis là, il dit, tu sais ce que t'as fait, hein? Tu fais, je repense à ça. Voyons donc. Devant tout le monde le matin. C'est vraiment une autre époque. Là, ça évolue vite. Ouais, c'est ça. Moi, c'était des... Il y avait des profs que c'était des frères, puis jésuites, puis il y avait des profs que c'était... Nous, c'était plus de l'humiliation un peu. C'était comme... C'était un collège privé. Bullying, là. Ouais, c'était un collège privé, fait que c'était comme genre, hey, va-t'en au bureau du directeur, puis un peu en disant, hey, tu feras rien de bon, toi. Tu sais, genre... Ah ouais, condescendant. Ouais, c'est quasiment pire, tu sais, t'es comme... 13-14, tu te cherches au bout. Tu te sens comme de la merde. Je suis dans une école privée, je suis supposé être bon à l'école. Je me fais dire par une madame que tu feras rien. Mon prof d'économie, on a de l'économie à 14 ans. J'ai 26$ dans mon compte depuis genre 7 ans, mais on a de l'économie. Je sais pas c'est quoi le PIB. Ben non, je sais même pas c'est quoi encore. T'sais. Fait que non, ça. Il faut que j'éternue, je pense. Vas-y. Regarde le soleil. Il est où le soleil? Il est un peu partout. Non, ça te fait pas éternuer quand tu regardes la lumière? Mais non, mais là, puis là, hey, ça n'a pas d'allure. Je vais-tu toffer sans éternuer? Ben, si t'éternues, vas-y. Là. Laisse-moi juste renifler une fois. Ben oui. Ok, c'est bon. Non, mais vous saviez, là, je vais plugger mon... moi, quand je sors dehors, j'éternue. Automatique. Le soleil le soleil me fait éternuer. Mais ça, il y a un mot qui existe pour ça, puis c'est être photosternutatoire. Allez googler ça. Ça, c'est quand la lumière trigger ton éternuement. Automatique, je sors dehors, là,
Wow. Ça, c'est être photo-sternutatoire. C'est vrai. C'est quoi? C'est une condition, genre? Ben non, mais c'est juste comme... moi, je dis que c'est une maladie, là, mais c'est... Hey, on pourrait te partir un GoFundMe. Ouais, à cause j'ai terminé au soleil. C'est à cause que t'es photogénique, genre? Peut-être, ouais. Non, mais c'est vrai, photo-sternutatoire. Allez checker ça, c'est intéressant. C'est fort, je savais pas ça. Fait que t'es clairement pas photo-sternutatoire. Parce que t'aurais regardé la lumière, puis... Mais peut-être le soleil. Ah ouais? Le soleil, ça marche des fois. Ouais, ça marche. C'est vrai que ça peut... Mais c'est ça, là, t'as... Parenthèse médicale, on a un segment médical. Ouais, c'est ça. Commandité vers l'UDM. Mais pour vrai, là, comme tu dis, t'as fini ton secondaire 13. Après, toi, t'es parti à Montréal. Ouais, là, j'ai rencontré... Mais là, en Ontario aussi, faut le dire, tu sais, je serais pas là, moi, aujourd'hui, à faire ce métier-là si c'était pas des écoles francophones en Ontario, tu sais. Ouais. Je veux dire, j'ai étudié en français, j'étais à la radio étudiante. Moi, quand j'ai découvert, à l'époque, le vieux québécois, là, j'ai eu ma passe... Paul Piché, c'était Offenbach, Harmonium, Boulet, toute la gamme. Après ça, j'ai tout découvert les autres. Tu sais, l'époque de Jean Leloup, puis tout ça. Il y a les bébés, j'en parle parce que c'est un souvenir que j'ai vraiment. Il était venu à l'école en Ontario, mais pense-y 2 minutes. D'avoir les bébés au collège catholique Samuel Genet. C'était fou, là. C'était la première fois de ma vie que, hey, c'est drôle, je me rends compte de ça. C'était le premier gros show francophone que j'avais vu de ma vie. Puis je voyais que les gens pouvaient capoter autant sur un band québécois que sur un band américain. Pas les Backstreet Boys à l'époque, c'est New Kids on the Block, whatever. Quand les bébés sont arrivés, c'était comme... Hey, on en a parlé pendant 3 semaines. Là. L'euphorie. Le monde préparait des pancartes, puis avec des cœurs, puis whatever, puis tout le monde était c'était dans le gymnase qui avait fait ça. Je me souviens, toute la journée, il y avait des rumeurs. On avait un char, là, je pense qu'ils arrivent, ils s'en viennent, ils sont là. C'était Talk of the Town, là. Talk of the Town, puis je l'ai revécu une couple d'années plus tard avec les Vilains Pingouins, qui était mon band. Quand ils sont arrivés à l'école, Vilains Pingouins, puis c'est moi puis le conseil étudiant avec François Charbonneau puis la gang, on avait fait venir Vilains Pingouins. Vous avez booké, c'est dans on capotait. Puis moi, je faisais de la télé communautaire dans le temps. Fait que j'avais interviewé Rudy puis la gang avant le show. C'était malade, pour vrai. Là. Fait que l'impro, après, ça m'a permis de faire de l'impro, cette école francophone-là, en Ontario. Puis ça m'a permis de faire plein d'affaires. Puis ça m'a permis de rencontrer mon premier groupe d'humour. On s'est rencontrés dans un match étoile d'impro provincial. Il y avait quand même 24 équipes, mettons, provinciales pour un gros tournoi qui existe encore. Puis au Collège catholique Samuel Genet, on avait gagné 4 en ligne, nous autres. Puis il y avait l'école Garneau qui était fort, Louis Riel, de La Salle. C'était toutes des écoles bien fortes en impro. Puis fait qu'il y avait Boubou, Pat Bourbonnais qui était à mon école. Puis il y avait Jean Fournier puis Martin Thibodeau qui étaient à Garneau. Puis à un moment donné, il y avait des auditions juste pour rire à Gatineau, des soirées de concours. C'était même pas une audition, c'est animé par Maxime Martin, qui était pas connu dans le temps. C'est lui qui animait cette affaire-là. Puis on s'y met ensemble. On était habitués de faire de l'impro. On jouait un contre l'autre. Puis on s'est dit, pourquoi on se fait... Puis il y avait Jean-Christian Thibodeau. Dans le temps aussi, JC, qui est un auteur en humour maintenant, qui fait plein de shows. Puis... fait qu'on a monté notre premier numéro d'humour. Puis on n'a pas gagné le concours, mais je me souviens, ça a ri, là, j'ai encore la cassette. Là. Ça allait bien. Là, de dire, asti, je peux faire rire, puis je me fais pas chicaner. C'est comme en impro. C'était le fun de pouvoir m'extérioriser, puis me défouler, puis de faire rire, puis de gagner quelque chose au lieu de perdre quelque chose. C'est ça. J'ai fait l'émission de Véro la première fois, puis j'ai une prof prima parent qui m'a envoyé un message, prof de 6e année que j'ai adoré. Quand je l'ai vu, là, ça m'a brisé. Parce que elle m'avait dit, tu sais, autant que ça pouvait me nuire. Elle, ma première journée d'école, là, c'est une exception en 6e année, parce qu'elle était venue me voir avec ses grands ongles, je m'en souviens, là. Puis elle m'avait serré les ouïes un peu, là, puis elle avait dit, tu sais que ça se passera pas de même. Elle avait du goût, ça. Ça se passera pas de même avec moi, là. Fait qu'elle dit, probablement que t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Fait qu'elle dit, je vais te donner ton moment. À chaque fin de journée, là, tu feras ton tata, tu feras tes niaiseries. Donner un stage. Fait qu'elle m'a comme donné un petit stage dans ce temps-là. Puis il y a Guillaume Pinault qui racontait quelque chose de même dernièrement. Fait que ces professeurs-là, au lieu de voir ça comme une faiblesse, qui sont capables de voir les forces
de ces enfants-là, qui sont des fois différents, ou qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. Là, c'est pas tout le monde qui va être avocat. Non, 100%. Ou médecin, qui a des les mêmes facilités aussi. Hein? Être assis pendant 8 heures dans une classe là, à 13 ans. Là, non, mais il faut que ça te tente. Pour des kids, admettons comme toi, puis plusieurs autres, c'est la façon d'avoir une personnalité, d'une identité, de faire rire. C'est important, c'est ça qui valorise. Fait, tu peux pas briser ça parce que ça dérange ton cours. Puis là, mettons, de faire un concours juste pour rire, que le monde rit fort, puis que t'es pas obligé de donner un bec, c'est le front de ton prof pour faire rire. Non, mais tu sais, t'es comme, aïe, c'est possible. C'est la découverte de ce que tu pourrais potentiellement faire qui relie une passion qui est de faire rire puis de faire des jokes avec tes chums. C'est malade là, pour un enfant. Là, de la révélation, comme je disais, ça peut être positif, cette affaire-là. C'est ça, exact. Ça peut être... c'est cool. C'est malade. Moi, je veux savoir, tu sais, quand justement, là, le concours Juste pour rire, comment tu fais pour te dire, est-ce que tu savais que l'humour, c'était un métier? Parce que moi, ça me fascine tout le temps. Moi, mon père faisait de la musique, puis je savais même pas jusqu'à très tard que tu peux gagner ta vie avec ça au Québec. Puis mon père faisait ça, tu sais. Fait que je me dis, dans une communauté franco-ontarienne où tu es moins exposé à l'humour québécois, tu savais que ça se pouvait ou tu savais que c'était une avenue pour toi, genre? Nous autres, on voyait ça comme... On était pas mal d'un premier à faire le move à Montréal. T'sais. Ouais. Tu savais qu'à Montréal, il y avait une scène pour ça. Puis que... Oui, il y avait l'École nationale de l'humour. Ça commençait. Nous, moi, j'ai jamais fait l'école parce qu'à l'époque, on voulait le faire en groupe. Puis ça se faisait pas. Ils te séparaient, puis tu faisais... tu devenais solo. Il n'y avait rien. Tu pouvais pas rentrer là en groupe. C'est tough, de te développer comme groupe. Ça a peut-être changé. Il y a des duos qui sont sortis de l'école, tout ça, mais à l'époque, c'était pas ça. Puis en plus, il y avait cette espèce de... genre de complexe weird de dire, on est des Ontariens, puis on entendait des jokes des fois d'humour, mettons, québécois, puis c'est correct, puis il y a des Ontariens, puis tout ça. Mais tu sais, quand t'es franco-ontarien, demande aux autres, je suis convaincu qu'ils vont dire la même affaire que moi, t'es pas un Ontarien, esti. Moi, je suis pas un Ontarien. Je suis un franco-ontarien. Il y a une maudite différence. Moi, j'ai plein de ressemblances avec le Québec. J'ai presque pas de ressemblance avec les Ontariens anglophones. On n'a pas la même culture. On n'a pas... Tu sais, je ne ferai pas un cours d'histoire ici, mais à un moment donné, il y a une ligne qui s'est tracée entre le Haut et le Bas-Canada. On était tous des Canadiens français. On vient tous de la même place. C'est juste qu'à un moment donné, ils ont mis une ligne, puis c'est devenu le Bas-Canada au Canada, maintenant connu comme le Québec puis l'Ontario. Fait qu'il y en a beaucoup, à notre époque, en tout cas, qui se disaient « Ah, ça va être tough. » Fait que nous autres, dans notre tête, on partait avec 2 prises. Puis, on savait-tu que tu pouvais gagner... En Ontario, c'était impossible de gagner ta vie raisonnablement comme humoriste. On savait qu'il fallait le faire au Québec, mais là, on avait plein d'idoles, nous autres, au Québec. Là, on se disait « On est qui, nous autres? » Pour rivaliser avec ce monde-là. Là. Je veux dire, tu sais, nous autres, nos idoles, c'était Rock et Belles Oreilles. Nous autres, on voulait faire des sketchs. Il y avait Daniel Lemire dans le temps. Il y avait plein d'humoristes qui étaient hot. Fait que... Mais on se disait que si on le fait à moitié, ça marchera jamais. Fait qu'à 19 ans, on a décidé, tout le monde, de faire ça à temps plein. Soit qu'on allait à l'université. Il y a Martin qui était déjà à l'Université du Québec, qui était à l'Université de Laval à Québec. Qui avait 1 an de fête, je pense. Puis lui, il a lâché ça. Tout le monde, c'est quand même gâti, là. À temps plein. On est déménagé à Montréal, à l'auberge de jeunesse de Montréal en attendant, parce qu'on n'avait pas d'argent pour se louer des appartements puis tout ça. On avait fait un deal de marde avec le directeur dans le temps. Il a dit, si tu nous donnes une chambre, tu nous héberges gratuitement. C'était quand même... logé, pas nourri, mais l'électricité, tout. On va repeindre l'auberge au grand complet. Lui, c'était une joke. Tellement. On était dans une chambre à peu près grande comme ici, avec 2 lits, 4 gars superposés. On chauffait tout à la même place. Mais c'est quand même des beaux souvenirs. En même temps. Des beaux souvenirs. C'est ça. C'était incroyable. Puis c'est ça. On sortait, c'était dans l'ouest de Montréal. Il y avait un bar pas loin, le Cheers. Je pense pas que ça existe encore, mais on allait prendre une bière là une fois de temps en temps. C'était cool. On était pauvres. C'était le début d'une vie. De 19-20 ans, tu restes à Montréal. Puis, tu sais, fait que ça a été ça. Fait que moi, je me suis développé avec ce groupe-là. J'ai été avec eux autres pendant 3 ans. Ce groupe-là, c'est les catalogues. Là. Oui, exact. Le groupe,
d'union, Alog, avec un S. C'est comme analogue, genre... C'était comme monologue, catalogue. Tu sais, un catalogue, c'est une revue aussi? Ouais, puis en plus, asti que j'ai envie d'éternuer. Je vous rappelle, si vous venez de vous joindre à nous, que j'ai des allergiques saisonnières. Ben oui. Nos amis sont pas en danger. Le gros pollen, vas-y, si je pouvais éternuer, là, mais c'est ça y va pas. OK. Fait que c'est ça, tu sais, là vous êtes déménagé là. Tu sais, vous travaillez, vous peinturez. Le soir, vous travaillez sur vos jokes. Ouais, de jour, on peint. Le soir, on travaille sur nos jokes. Grosse journée, quand même. Puis on fait des shows. OK. Tu sais, Écoute, moi, là, je pourrais faire un 7 heures juste là-dessus, là. On travaillait beaucoup. On avait du cœur au ventre des travaillants. On faisait des shows. On se gérait. OK. Tu sais, si on recule d'un an, là, quand on a décidé de commencer à temps plein à 18-20 ans, on était au MIFO, qui est un centre culturel franco-ontarien à Ottawa. Puis là-bas, on nous offrait un local, on avait des photocopieuses, on avait accès à une salle communautaire. Il y avait une scène aussi pour répéter, monter le spectacle, puis tout ça. Fait que c'est ça, on avait eu la chance de monter un show avant de déménager au Québec. Il n'était pas à point, il n'était pas final. Mais quand même, tu sais, il y a de quoi d'écrit. Puis... Oui, puis on a fait beaucoup de spectacles en Ontario français. C'est pour ça que je suis très reconnaissant et que je peux jamais oublier ce que l'Ontario a fait pour nous autres. Puis après, avec ce spectacle-là, la base, en tout cas, là, on est déménagé à Montréal, puis on a continué à travailler le show, mais nous, on était en tournée là, à 19 ans. Ah ouais, OK. On a fait 150 shows ensemble. Nous autres, quand j'ai laissé le groupe, j'avais 23 ans. Ah, puis on avait 150 shows au Québec, en Ontario, Manitoba, Nouveau-Brunswick. Ah ouais, OK. On a fait 2 semaines de shows à Marseille, en France. Mais voyons donc. Hein? Mais comment vous bookiez ça, ces shows-là? Vous alliez... C'est des bars, des petites salles? Au début, on se bookait nous-mêmes. Après ça, il y a eu Jacques Briand, un gars super fin qui nous a aidés, qui a été notre premier agent. OK. On a eu Michel Pinard, à un moment donné, ici au Québec. On a eu d'autres mondes qui nous ont entourés, puis qui ont... On avait une petite équipe, là, à un moment donné. On a eu une gig, à un moment donné, ça s'appelait l'Electro Show. À l'époque, il y avait une organisation qui s'appelait Jeunes pour rire. Okay. Qui encourageait la relève. Ils faisaient des concours, Jeunes pour rire, des compétitions, tout ça. Okay. Puis nous autres, on a fait la promotion de ça. C'était Marie-Lise Pilote à l'époque, porte-parole. Puis... Fait que nous autres, on a parcouru le Québec, on a fait 20 quelques dates. C'était Réal Bossé, le comédien qui avait fait notre mise en scène. Oh, wow. C'était vraiment sharp, là. Fait que, tu sais, ça allait super bien. C'était cool. On avait fait notre show, notre notre gros show officiel au complet au Cabaret Juste pour rire à Montréal. Puis, un moment donné, c'était plus entre nous autres. On n'évoluait pas de la même façon. On n'avait pas les mêmes goûts. On voulait pas faire le t'es encore jeune, là, à 23 ans. Là, t'as de la vie devant toi. Là, mais... Oui, on n'avait pas on voulait pas. Tu sais ça. Ça diverge, une manière. On s'est rencontrés jeunes, puis on a évolué comme jeunes adultes, puis on voulait pas nécessairement faire la même type de joke. C'est normal. C'est tellement, tu sais. Moi, il y a deux choses là-dedans qui m'épatent. Tu sais, souvent, quand les gens partent de leur patelin pour aller faire de l'humour, ils se lancent un peu dans le vide. Vous êtes partis, puis il y avait déjà un show d'écrit, c'est sûr, ça a aidé. Tu sais, vous arrivez avec genre. De quoi de concret, vous avez un spectacle, des numéros de montée, puis là, vous continuez à travailler là-dessus, puis aussi, tu sais, déjà à 2 en duo, quand tu travailles à 2 avec quelqu'un, des fois, c'est difficile, à 4, c'est encore plus tough, tu sais, admettons, comme tu dis, là, d'avoir les mêmes idées, les horaires, tu sais, tout de faire ça à 4, c'est difficile, point. Fait que le premier show, nous autres, il fallait qu'on s'entende sur nos costumes, c'est niaiseux, mais on avait un sketch un moment donné sur l'histoire de Jésus, puis, mais tu sais, juste les apôtres, t'es vois comment, moi, je mettrais pas ça, mais tu sais, c'est une piscine pour plein d'affaires. On a fait les décors ensemble, en tuyau ABS avec des rivets, une toile en velcro, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de travail, on payait notre technicien de son, Gaz. Salut, Gaz. On lui donnait 50$ par show. Il nous suivait en tournée. Il venait avec nous autres pour 50$ par show. Ça n'a pas d'allure. Mais ça m'a formé. Moi, j'ai jamais eu l'école d'humour. Mais j'ai eu cette école-là pour l'humour. J'ai eu l'école de la débrouillardise, de la business en aussi. Complètement, c'est ça. C'est Tijan qui s'occupait des finances. Puis, c'est lui comptable, le trésorier. C'est le comptable de la gang. C'était bien cool. C'est malade. Là, vous étiez à l'auberge de jeunesse ensemble. Puis là, j'imagine que ça a splitté aussi, tu sais, comme vous êtes allés habiter de chacun de votre bord. Toi, tu es allé habiter avec Jean.
dans votre premier appart. Puis il y a une bonne anecdote de... Ouais, ben nous autres, on savait pas, on connaissait pas Montréal. Vous venez de Sirville, là, vous venez d'un petit coin en Ontario. D'un petit coin, nous autres. Puis on était dans l'ouest de Montréal, mais pas longtemps. Jean puis moi, on était les premiers à partir de l'auberge. Fait qu'on a fait, je me souviens pas, 3 mois, 4 mois peut-être ensemble. Puis maintenant, on voit un appart sur Maisonneuve, coin Alexandre de Sèvres. C'est un 7,5, un gros 7,5, 625 par mois. Hey, Colin! Là, on va visiter ça. On est au 3e. On a une vue sur le pont Jacques-Cartier. C'est malade. Prime spot, là. T'es carré. Prime spot. Fait qu'on capote, nous autres. Le premier soir, on entend nos propriétaires au rez-de-chaussée baiser comme des cochons. Les 2 gars là, qui se ramaient, excusez l'expression. Fait que là, on se lève, on part à rire, on dit, tu sais, on aurait attendu un gars et une fille fourrés de même, on aurait ri. Ouais, c'est ça. Là, je dis à Jean, tabarouette, ils sont en train de se sacrer une volée, tu sais. On trouvait ça bien drôle. On disait, écoute, on savait que nos propriétaires étaient gays, tu sais, on avait parlé de ça. Puis une couple de jours après, moi, je m'en vais écrire. Je m'installe à une table, je sais pas je suis où, je peux même pas m'en rappeler aujourd'hui. Premier café. Là, j'écris, j'ai mon pad. Nous autres, on aimait ça. C'est ça, écrire dans un café, c'était tout le temps motivé. C'est stimulant, c'était le fun. Puis là, je regarde à la TV, il y a comme un porn, puis il y a un gars qui est en train de faire une pipe à un autre gars, puis je fais comme, je dois être dans un café gay, tu sais. Fait que je reste là, je finis d'écrire un peu, je m'en vais, je vais aller écrire ailleurs. Encore, si là, je commence à voir, puis à l'époque, c'était beaucoup plus ça, là, on recule de beaucoup d'années. J'avais 20 ans, 19 ans. Là, des calottes de cuir, ça, je suis tabarouette. Fait que là, je dis, doit être dans le village. Je vais voir le gars, je dis, on est-tu dans le village gay ici? Le gars, il dit, ben oui, t'es en plein cœur du village gay. Je dis, ben, colique. Fait qu'on rentre le soir, petit Jean, je le vois, on se croise là, dans la rue, là, par hasard, puis il s'en vient, il dit, man, puis là, je voyais qu'il voulait me compter. Lui, il a vécu la même affaire de son bord. Wow. Il dit, moi, j'étais dans le petit café, il y a un gars qui passe avec des jeans, des 2 petits pains qui sortent. Il y avait juste les 2 fesses, il était comme à poil du bon, là. Puis il marchait, puis il dit, à un moment donné, j'ai commencé à regarder, mais tu sais, moi, là, j'ai adoré vivre là. C'était un quartier vivant, c'était le fun. Alors, on a un bar dans le temps, parce qu'on a rencontré des amis dans le quartier. Ça s'appelait l'Entrepôt. Ça n'existe plus, je pense, mais c'était un bar de drague à l'époque. Puis écoute, c'était flamboyant. Puis moi, chaque fois, j'avais des amis, ma mère est venue avec moi. Tu vois ça, c'est une communauté que je connaissais pas pantoute. J'avais des chums gays, mais je veux dire, tu sais, quand t'es... Tu sais, j'ai encore beaucoup de chums gays qui vivent pas dans le village, qui vivront jamais dans le village. Le village, là, c'est un choix. Là. C'est extravagant, c'est une autre affaire. Ça brasse, c'est la vie. Il y a beaucoup de vie. Là, c'est en plein cœur, c'est ça. Non, t'es dedans. Puis moi, j'ai travaillé dans un bar de danseurs gays. OK. Pendant que t'habitais sur Maisonneuve? Oui. OK. Puis pas un bar go-go boy pour les filles, là. Il n'y avait aucune fille là. Je dansais, Non, c'est pas vrai. J'avais un de mes chums, moi, qui était barman dans ce bar-là, que je nommerai pas, parce que c'est mon passé. Puis j'ai dit, mais toi, j'ai dit, t'as-tu le droit de travailler là si t'es pas gay? Puis il dit, ben oui, moi, je suis barman, tout ça, puis... disons que lui, il avait plus à jouer une game que moi. Parce que moi, il cherchait un DJ. OK. Puis, honnêtement, là, j'étais bien pauvre dans ce temps-là, pour vrai. Là. Moi, petit Jean, là, j'ai déjà raconté, mais on mettait notre chauffage au plus bas, on se mettait des manteaux l'hiver un peu. C'était tough. Puis moi, j'étais bien orgueilleux. Mes parents, là, ils m'ont tellement aidé dans la vie. Là. Moi, je serais pas là si c'était pas d'eux autres. Là. Ils m'envoyaient des chèques, puis ils essayaient de m'aider avec mes fins de mois. Moi, j'étais dans un groupe. Là. Tu prends une paye de 200$ pour un spectacle, tu sépares par 4. Là. Je te gaze, prends 50$. Ouais, tu te gazes. En plus, ce petit gazaille. Il a tellement profité de nous autres. Il faisait plus d'argent que tout le monde. Il a sans stage. Quand on faisait un numéro dans un bar, le Panzi, là, c'était 125$ du 15 minutes. On se splitait à 4, nous autres. Là. Puis plus, il fallait en avoir un gars de son, nous autres. On avait des cues sonores. OK, fait qu'admettons, t'allais faire un 15, il fallait que t'amènes ton tech. On perdait de l'argent, nous autres. Il fallait se payer un souper, il fallait, tu sais. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'à cette époque-là, on faisait des spectacles, par exemple. Puis là, on chargeait à la fin, là, 1500, 2000, même 3000 pour un show, là. OK. Mais on splitait à 4. Fait que c'est pas une grosse paye, pareil, une fois que t'as payé le lunch, les hôtels, puis les techs, puis le gaz, tu sais.
Puis l'affaire qui était poche, c'est que moi, j'ai eu plein de jobs ici. J'ai fait de la pâte à pizza, j'ai été plongeur, j'ai travaillé en restauration. Mais à chaque fois que je partais en tournée, on partait tout le temps 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On est déjà parti plus qu'1 mois. Je revenais, je perdais ma job. Fait que j'avais jamais rien de sûr. Puis moi, mon chum, dans le temps, qui était barman, il me dit mais non, j'ai déjà parlé de toi, tout ça. Tu restes. Là. Tu restes, là. Tu pars, tu reviens, t'as ta job, il y a un gars backup, il n'y a pas de problème. Puis moi, je m'en calissais de travailler là. Ben j'étais allé le voir, puis tout ça, puis il m'a engagé, puis... Mais, tu sais, je me disais, je vis dans ce milieu-là, je connais ces gens-là, mais tu peux pas... C'était de l'adaptation, pareil. C'est pas dans un bar, là. T'es dans un bar de danseurs gays. Là, il y a de la prostitution, il y a tout ce qui vient avec, imagine, là. Tout le forfait, là. Fait que moi qui pensais que ça allait être bien easy, puis j'ai dit que j'ai déjà vu ça, des pénis, là. Let's go. Mais là, c'est devenu lourd pour 1000 autres raisons que cette raison-là. Puis je faisais comme, oh my God, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais parti, puis j'étais content, là, puis on avait, là, je me disais, là, ça va être là, on va gagner notre vie, puis 4 mois après, j'ai été obligé de revenir travailler une fois. Si, la corde les 2 jambes. Non, là, je me disais, exact. non, je veux pas. Fait qu'anyway. Fait que tu mettais la musique pour les shows, là, c'est ça? Admettons, quand il y avait un... Ouais, moi, j'étais DJ, j'avais ma... Puis tout le monde a été bien respectueux. Tu sais, au début, je veux dire... Tu sais, au début, je peux pas compter. Il y a tellement d'affaires que je suis juré de jamais compter. Là. Mais je vais t'en compter une. OK. La première fois que je m'en vais là, le bar est plein, c'était un gros soir. Puis moi, j'étais rentré une couple d'après-midi. Moi, j'ai jamais été DJ de ma vie, en plus. Là. OK, t'as aucun expérience. Non, j'ai fait semblant, mais tu sais... Mais t'es musicien, tu connais la musique. Je savais que j'allais cacher. T'es musicien, ça t'aide... Ben, peut-être. Non, mais ça aide à savoir un pacing. Ça fait des beaux mix. Oh non, mais c'est vrai. C'était-tu, excuse-moi, là, je veux pas te vieillir non plus, mais c'était-tu des tables... c'était des tables tournantes avec des mixeurs, puis c'était le même. OK, Caroline, c'est... Ouais, avec mes vinyles. Puis, c'était tout ça, là. C'est hot, par exemple. Ah, c'était cool. Moi, j'ai appris beaucoup. Puis pour le premier soir, là, si t'avais des bouts que t'entendais pas de musique, si, voyons, Pat, il est là, dans les vinyles, si, voyons... Ah non, puis... Mais tu sais, tu connais pas la machine, mettons, là. Faut que ça roule, Je connaissais rien. Mais non, je sais. Je connaissais rien. Mon premier soir, là, j'étais nerveux comme un soir de show. C'est sûr. T'as plein de monde ici, puis plein d'éléments. J'ai jamais vu ça, moi. Il fait noir. Un gars se brasser la caquette sur une tonne de Bonnie Tyler, là. Je veux dire, tout était nouveau pour moi. Fait que tout était stressant pour moi. Puis je calais, là, pour la première partie de son spectacle. Voici Steve. J'avais un micro, là, je faisais ça. C'était capoté. Ah oui, mais... wow, je compte ça aujourd'hui, puis c'est plein de moments, pour vrai, weird, puis pas le fun, pour vrai, puis des moments malades. Là. J'ai rencontré du monde là-bas. Là. Juste les danseurs. Moi, je savais pas ça. Là. J'étais comme le gérant des danseurs. Je faisais des horaires. Là, la chicane pognait, là, je gérais la chicane de danseur. Tu faisais le pacing de danseur, genre tu commences avec un danseur plus smooth, puis tu finis avec le top. Puis toi, tu rentres le jeudi. Mais le jeudi, c'est toujours lui qui rentre. Mais là, c'est toi. C'est toi, mais là, puis là, le monde s'obstinait. C'est le meilleur shift, puis il fait des affaires que nous autres, qui font pas, puis puis il y a plus d'argent. C'est de la gestion. Puis t'as 20 ans, là. C'est ça. C'est nouveau pour toi, c'est ça. On est loin de gérer catalogue. non, man, ça va rien. Les gars venaient me voir, c'était cool, pareil, mais... Puis le premier fameux soir, moi, c'est ça que je me disais. Je me disais, premièrement, moi, je suis zéro gay qui est dans leur monde, là. Fait que c'est moi qui n'ai pas d'affaires. Je comprends. Et je me disais, j'ai pas envie non plus de me faire cruiser à tour de bras. Je savais pas comment ça allait marcher. Je me disais, je m'en vais pas là pour ça, là. J'irai pas, c'est pas ça le but de la game, là-dedans. Puis quand je suis arrivé là, le premier soir, tout était cool. Puis à un moment donné, il y en a un là, qui est venu me voir, puis il était fatigant, puis il me faisait des massages, puis puis il faisait 3-4 fois. Moi, ma ligne, c'était « Hey, moi, je suis DJ ici. » Si tu veux taponner, là, c'est là-bas que ça se passe. Moi, je suis un DJ, Je travaille, ça. Ouais. Puis là, il y en a un deuxième, un troisième. Ben, tu sais, je leur ai dit ça, puis ils sont partis. Mais l'autre taponneux était fatigant, lui. Puis à un moment donné, là, il y avait un gros doorman dans le temps, puis il dit comment ça se passe à date? Je dis, ça va bien, mais il y en a un, je suis tannant en esti. Pour vrai, là, ça fait 4-5 fois que je dis de me lâcher, puis là, le gars, je te jure, là,
Imagine comment j'étais mal. Il dit « Ferme la musique, tout ça. » Fait que là, j'arrête. Les gros de même. Il dit « Hey, tabarnak! Là, on va mettre quelque chose au clair, esti. C'est pas un danseur, lui, esti. Il est pas là. Puis là, je vous dirai même pas ce qu'il a dit, ça se dit pas. Fait que là, il dit, si j'envoie un tabarnak, puis il dit, c'est-tu clair? Là, personne parle. Moi, je suis gêné, mon gars. Je fais Chris, il est bien élevé, lui. Puis il me regarde et dit, repars la musique. Ah ouais, moi, j'ai reparti la musique comme si rien n'était, mais je te jure que le mot s'est passé dans la place. Ah, puis là, c'était fini. Jamais. Aïe, aïe, wow. Après ça, c'était juste des clients tripants qui étaient fins, des demandes spéciales. Avec la musique. Hey, c'est bon, après ça, c'était juste ça, mais c'était... je comprends. Quel job. Oh my God! C'est important, ce que je dis là, c'est que tu dis que c'est un univers. Comme là, tu sais, il y en a des fois qui j'essaie de leur expliquer c'est quoi, puis la meilleure façon de comparer, c'est la même affaire qu'un bar de danseuse. Tu comprends? C'est le même univers. Il se passe les mêmes affaires, il y a de la drogue, il y a tout ce que tu veux. C'est élevé, là, c'est élevé. Ouais. Fait que c'est pas le fait que c'est une place de danseurs gays qui est... Non, c'est la même affaire. C'est l'environnement. C'est l'univers de tout ça. Exact. C'est pas pareil. C'est l'environnement qui vient avec plein d'affaires que tu penses pas sur le coup. Sur le coup, rien là. Mais ça peut être nocif puis toxique pour des gens qui sont là-dedans et qui se font prendre là-dedans. Mais juste, tu travailles dans un bar de danseuse, c'est la même affaire, c'est ça? Non, mais juste l'éclairage, tu fais comme est-ce qu'il peut se passer des affaires weird ici. Il y a de quoi de lourd. Souvent, les propriétaires de ça, c'est pas un OSBL. C'est non, exact. Mettons, t'as tout compris, puis mettons qu'on arrête d'en parler. Mais ça a été... c'est quoi? C'est des choix, puis c'est des sacrifices, puis moi, ça m'a permis de gagner ma vie c'est ça. pendant ce temps-là. D'être capable de continuer à faire de l'humour. Puis, comme tu l'as dit, t'étais DJ, tu mets de la musique. Non, c'était pas plus le fun d'être tout seul dans un sous-sol à faire de la pâte à pizza. Là, c'est ça. C'est ça que je faisais. J'étais tout seul dans la cave pendant des mois, puis je faisais de la pâte à pizza avec les souris, puis c'est pas plus le fun. Au contraire, il y avait quelque chose de plus le fun là-bas, mais c'est ça. Moi, il y a 2 jobs sur ton CV que je veux qu'on parle quand même. La première, on va rester dans le temps que tu étais à Montréal, mais il y a une matinée, ta job, c'était de donner des pamphlets, puis ça a mal viré. Ouais, j'ai fait ça une journée, là, parce que là, encore là, je trouvais pas de job pour toutes les raisons que je t'ai dit tantôt. Puis, ça, c'était entre, mettons, des jobs de DJ que tu faisais mettre dehors, puis là, je faisais d'autres choses, tu sais. DJ, j'ai juste été là. Mais tu sais, les 2 fois ensemble, c'était un total de, je sais pas, mettons 5 mois. C'était court, ça, dans ma vie, mais j'ai eu plein d'autres jobs. Mais oui, c'est parce que je perdais tout le temps mes jobs. Là, tu trouvais un autre job, là, c'était... dans quelque part. Oh, je pense que ça va se passer là. Yes! On l'a su. Yeah! Ah, je suis content. Ah oui! Merci. J'ai jamais été aussi content. Fait que je peux pas croire que je fais un podcast. On dirait que j'ai quelqu'un qui me... Ça paraît pas pantoute? Non. Je m'excuse pour les cœurs. Vous devez perdre du monde à chaque fois que je fais... Non, je l'avale pas, hein. Non, c'est ça. Tu l'emmagasines. Ouais, c'est ça. Mais mais là, les gens, tu sais, le pire, c'est que le nombre de gens qui ont des allergies, ils doivent tellement être contents que quelqu'un les comprenne. Je fais ça pour vous autres. Ça prend un porte-parole des allergies, des allergistes. On est commencé par Clartin, là, c'est ça. Bon, on disait quoi, là? On dit, t'as pas ta job de pamphlet. La job de pamphlet. Écoute, je rencontre... c'est une compagnie que j'ai jamais vue. C'est une firme, j'ai rencontré quelqu'un. Il me donne ça de pamphlet, là, puis il faut que je passe ça dans la rue au centre-ville, sur Sainte-Catherine. Écoute, les gens te fuient comme de la peste. T'es comme un microbe. Je le sais, je l'ai vécu de l'autre bord. C'est gossant. Mais là, c'était supposé d'être payant, puis à chaque pamphlet, je me souviens même pas de l'argent. T'avais des primes, là... Écoute, au pamphlet, je le sais pas. Puis à un moment donné, il y a un gars, puis je fais juste dire « Hey, monsieur, tu sais, de même avec mon pamphlet... » Puis il dit, ça fait 2 fois que je passe, tabarnak, mais tu sais, vraiment agressif. Puis il me donne une claque en dessous des pamphlets. Ça revole, mon gars. Il y en a 16 000 sur Sainte-Catherine. J'exagère un peu. Mais je me suis senti comme une marde. Je comprends. Je me suis dit, premièrement, je me suis senti comme une marde toute la journée parce que je dérangeais tout le monde avec ça.
Puis les pamphlets, ils ont resté là, mon gars. J'ai sacré mon temps. C'est fini. C'était la dernière fois, là. Ça t'a fait pomper? T'étais comme... Oui, oui. J'ai un petit caractère, moi. Puis quand il a fait ça, je me suis parlé. Oui. Mais c'était quoi les pamphlets, tu te rappelles-tu? C'est quoi tu vendais? Non. Je pense que c'était un bar. C'était un... Ah ouais, OK, c'était pour des événements. Des événements de bar, là, de shooter night, genre, je sais pas quoi. Quelque chose de même, là, pour un bar dans le temps. Ah ouais, fait que si tu t'es parlé, là, j'imagine ça a dû te... Ah, man, ouais. À cet âge-là, il y avait plein de moments où je me suis parlé. T'es dans des environnements que tu contrôles plus ou moins aussi. C'est un peu hostile, tu sais. Tu deviens en crise aussi parce que la vérité, c'est que tu fais bien des sacrifices dans la vie pour atteindre, ou l'attendre. Moi, ça m'a attendu, mais d'atteindre ton rêve puis ton but. Puis, tu sais, déjà, je trouvais qu'à 19 ans, de partir d'Ottawa, les 4 dans une vanne, pas d'argent, pas rien. Moi, j'ai laissé ma blonde dans ce temps-là. J'étais en peine d'amour longtemps. On a tous laissé quelque chose. On a laissé nos familles, nos amis. On s'en allait à Montréal. On connaissait personne là-bas. Là. Fait que tout ça, puis là, tu te dis en plus, je me tape le beurre, je me tape ça, je me fais claquer, fait qu'à un moment donné, ça devient de l'accumulation. Toi, tu pensiez, c'est comme la terre promise, là, tu sais, quand tu pars dans la vanne, c'est comme, hey, le but, il est là, on s'en va. Ça va être top. Là, ça marche pas tout de suite, tu sais. Non, mais t'es jeune, t'as du guts, t'es naïf, puis t'es ambitieux. Je referais jamais ça aujourd'hui. Non, c'est sûr, c'est ça. Tu demandes à n'importe qui, là, ça prend bien trop de... Moi, je n'ai fait une dépression aussi, je n'ai aussi souvent parlé, mais à 23 ans, quand le groupe s'est terminé, moi, j'ai crashé, là, parce que, tu sais, souvent, une dépression, on parle de burn-out, de fatigue, de plein d'affaires, puis on parle aussi, des fois, c'est un choc. Ton cerveau a un choc qui te déstabilise d'une façon inestimable. Puis c'est ça qui m'est arrivé, moi. J'ai consacré presque 4 ans de ma vie à temps plein. J'ai fait plein de sacrifices, j'ai eu de la misère à me trouver des jobs. Puis du jour au lendemain, là, on se sépare. Puis là, je me retourne dans mon... ça a commencé, je m'en souviendrai de là. Là, je reviens... Ça a duré une couple de semaines où c'était correct, puis je vais partir solo, puis tout ça. Là, je change de... Là, je suis en appartement dans ce temps-là avec une femme que j'ai adorée. Puis là, j'essaie d'y expliquer ça, puis tout ça, puis... Là, à un moment donné, ça te frappe, tu te rends compte que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour rien, parce que tu te vois de même. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, j'étais plus capable de me gérer. Je me cachais pour broyer, je savais pas ce qui se passait. Je suis pas un broyeur. Je me disais, t'es fait fort. Je t'offre, me coller, que je suis capable de, tu sais. Puis là, je comprenais rien. Puis là, avec elle, j'étais plus capable de vivre un quotidien avec elle parce que j'avais honte. Dans ce temps-là, on évoluait beaucoup quand même. Moi, j'ai 47, bientôt 48. Tu sais, ça fait quoi? Ça fait 27, 28 ans de ça. Mais j'étais quand même la génération que tu vas pas voir des psys, pis t'es pas faible. Tu te gères. Hey, parle-toi, là. Tu sais, parle-toi, là, si tu dis ça. Mais je savais que j'étais pas capable. Je savais pas pourquoi j'étais pas capable. Puis c'est vrai que moi, encore, je me gère. Tu sais, j'ai une bonne tête, je suis capable de... Mais dans ce temps... Puis encore pire pour moi, dans ce temps-là. Je me disais, je me reconnais plus. Fait que elle, j'ai dit, je voulais pas la laisser, je l'aimais tellement, mais j'ai dit... T'sais, on va prendre chacun nos appartes, mettons, juste pour que j'aille broyer en cachette, puis broyer comme je veux. Puis, tu sais. Fait que là, j'ai vécu un an là, plus tough, puis j'ai pas eu d'aide. Elle était travailleuse sociale en plus. OK. Elle gérait. Simon Perron, mon personnage, tu sais, que Mike Ward, tu te parles. Simon, il existait tout seul dans ce temps-là, puis il parlait de désinstitutionnalisation. Puis c'est à cause de cette blonde-là. Elle a travaillé avec des schizophrènes. Il y avait eu la désinstitutionnalisation dans le temps. Donc, il sortait les schizophrènes et d'autres des instituts, puis il les mettait dans des foyers privés où des travailleurs sociaux comme elle, là, 5 pieds 2, 115 livres, géraient 5 gars schizophrènes avec les couteaux barrés, les cigarettes barrées, puis... Fait qu'elle, elle a essayé de m'aider, mais... C'était une travailleuse sociale, c'était pas non plus une psychiatre ou une psychologue. C'est fou, hein? Fait que quand j'ai vécu ça, puis je m'en suis sorti, j'étais bien chanceux. Là. Pour vrai, j'ai eu une année de marde. Puis un jour, je l'ai souvent raconté, puis je vous fais une histoire courte. Mais c'est mon père qui m'a dit, tu sais, on le sait que t'as de la peine là-dedans, t'as 2 choix dans la vie, là. Ou tu continues, il y en a 2, Pat, je te jure, il y en a 2. Tu continues à être triste, puis ça, puis
de brailler puis de trouver que la vie, c'est un fardeau. Ou, puis moi, ça avait marché à l'époque, je sais que c'est pas tout le monde, mais où tu te donnes un esti de coup de pied dans le cul, puis tu te rends compte du talent que t'as, de la famille, des amis que t'as qui t'aiment, qui veulent juste ton bien. Fait que, moi, t'as le simplifié, là. Puis moi, ça a fait de... Ça a décliqué quelque chose. J'ai fait, c'est vrai qu'il y a juste 2 choix. Il n'y en a pas 20, il y en a 2. Je continue de même, ou je me botte le cul, puis je fais d'autres choses. Je suis revenu à Montréal, j'étais à Ottawa, mes parents sont encore là. Puis je suis revenu, il y avait un gros soleil, puis j'ai fait là, fuck it. Ah ouais. Là, c'est fini, ce niaisage-là. Ah ouais. J'avais malheureusement perdu cette blonde-là, il était trop tard. Mais mon premier personnage que j'ai écrit, c'était ça. Je l'ai envoyé à Martin Petit à l'époque, juste pour avoir son opinion. Parce que quand je vous dis que je pourrais faire 7 heures de podcast, c'est Martin Petit à Orléans, à Ottawa. Quand on était en résidence au MIFO, qui a fait notre première mise en scène. Descendant en autobus, lui, il était des bizarroïdes. Puis il voulait faire notre mise en scène là-bas. Fait que moi, Martin, c'était le seul humoriste que je connaissais ici, puis tout ça. Puis, fait que j'ai envoyé mon texte, puis il m'a rappelé qu'il avait trouvé bien bon, puis il m'avait demandé d'écrire pour lui. J'ai fait, OK, là. Ça part. Fait que c'était comme ma première porte que quelqu'un m'ouvrait. Puis lui, Martin, il avait déjà ça roulait déjà. Lui, il était avec les bizarroïdes. C'est ça joue en Allemagne. Ouais, Marc, il y a 5 ans de plus que moi. C'est ça, il avait déjà a été quelqu'un de déterminant dans ma vie. Il le sait, là, j'y ai dit 100 fois, puis je suis tellement reconnaissant, puis il m'a bien aidé, sans le savoir. Il m'a dit... en même temps, il m'a déjà dit, je savais bien que tu avais besoin d'un coup de pouce dans ce temps-là, quand même. Il voyait bien que... Mais lui commençait son premier one-man show. Wow, OK. Fait qu'il cherchait des auteurs. Puis après ça, là, je te le dis, là, après ce moment-là, j'ai commencé à écrire. Là, il y a eu Simon, puis il y a eu d'autres petites bits d'affaires que j'ai écrit. Puis après ça, ça aussi, c'est une longue histoire, mais je suis reparti en tournée en Ontario. Là, t'étais solo. Solo. L'Ontario était bien important pour moi. Moi, au mois de mai, je suis allé voir, je sais pas si ça s'appelait... je l'ai dit tantôt, Réseau Ontario. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Mais je suis allé les rencontrer, puis je leur ai vendu un show d'1h30 pour une tournée qui commençait en janvier. OK. Fais le calcul, là. Mais j'avais Simon Perron qui durait 6 minutes 30. T'avais pas 1h30. J'avais un stand-up de 4 minutes. Fallait là, la pression, là. Là, fallait que je me donne un coup de pied dans le cul, là. Fait que c'est là que j'ai parti à l'époque les soirées d'humour à Gatineau, qui s'appelaient les soirées de la turlute à l'époque. Puis là, j'ai trouvé un commanditaire de bière. J'ai commencé à faire de la radio une fois par semaine en Outaouais pour promouvoir l'événement. Puis là, j'écrivais 2 numéros de 10 minutes par semaine. Puis là, je testais. Ça, c'était pour ton show, là. Pour pouvoir sortir mon one-man show en janvier. J'ai eu 6 mois. C'est pas vrai. On a commencé la turlute début septembre. Fait que septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. J'ai eu 5 mois pour roder, écrire. Puis là, j'ai 23 ans, 24 ans, je pense, dans ce temps-là. Fait que j'ai ça de ce bord-là. Puis Martin Petit, lui, il écrit son show, puis il m'invite, donc il me demande d'écrire pour lui. Puis à la première réunion de ça, je dis toujours qu'il y avait Sylvain Larocque, Martin en avant de moi, puis à droite, un jeune Louis-José Hood qui sort de l'école, qui est là. Puis, ça, c'était le team de writing? Ça, c'était son team à Martin de writing. Moi, j'avais écrit, j'aimais bien les personnages, parce que je venais d'un groupe, moi aussi. Fait qu'il m'avait fait écrire, c'était Johnny Colibri, un de ses personnages à Martin, qui est un rocker français, puis tout ça. D'ailleurs, j'ai écrit un numéro qu'il n'a jamais mis dans son show, finalement. Il l'a fait un bout, puis il a sacré ça. J'ai écrit des gags dans ce numéro-là. Puis c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai rencontré le gérant de Martin. Il est venu la radio à Montréal. Moi, j'étais à CKMF, j'étais Morning Man, je pense, j'avais 26 ou 27 ans. C'est fou, hein? Après ça, il y a eu CNM, il y a eu plein d'affaires. Après ça, c'est parti. Fait que la vérité, c'est que j'ai commencé à vivre de mon métier à 26 ans à peu près, où je pouvais dire que j'avais une vraie bonne paye. Tu sais, les catalogues, là, l'année que j'ai fait le plus d'argent, là, on avait gagné 11 000. Là. À 4. À 4. Tu sais, après dépenses, tout ça. Là, mais quand même, 11 000. On pouvait pas faire ça. Non. Fait qu'on faisait de l'humour à temps plein, puis on avait un autre job presque à temps plein. C'est ça. Fait que ça dilue, puis ça te brûle aussi, ultimement. Tu sais, t'es brûlé. Ça dilue le temps que tu as à travailler, le temps de qualité. Puis, tu sais, tu pars d'un village en Ontario francophone, tu t'en vas à Montréal, la grande ville, il y a plein d'imprévus, tu sais. Mais c'est très, tu sais, c'est beau de voir ça. Puis,
Tu sais, moi, j'ai commencé l'humour, j'ai pas fait de l'école nationale, puis tu sais, c'est inspirant de voir ça, parce que, tu sais, de toi qui a tapé la... Tu sais, vous avez quand même tapé la traîne, là, tu sais, admettons, nous, on a pris des chemins qui ont déjà été faits par du monde comme... Moi, quand j'ai commencé l'humour, c'était rare en tabarnouche les humoristes qui n'avaient pas fait l'école nationale. Martin Petit l'a pas fait. Il l'a pas fait, mais tu sais, il y avait Yannick qui l'a pas fait non plus, tu sais, il y a du monde, mais c'est inspirant de voir que faut tout lâcher de manière pour faire ça. On n'a pas le choix. Tu peux rien faire à moitié. Tu sais. Toi, tu l'as vécu aussi. Faut qu'à un moment donné, tu te dédies à quelque chose. C'est parce que sinon, t'es moyen partout. C'est ça. Exact. Puis ça le dit. Tu mets la moitié de ton temps. Tu vois la moitié du résultat. Exact. C'est stressant, tu sais. C'est sûr, ça fait peur. Là. Ça fait peur pour ton entourage. Ça a fait peur à mon entourage. Ça a fait peur à ton entourage. Mais... c'est ça qui est beau, je trouve, quand tu regardes, tu sais, admettons, moi, j'ai une jeune carrière, tu sais, toi, c'est méga inspirant, tu sais, puis je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Tu sais, moi aussi, j'ai fait une dépression à 25 ans, quand j'étais comme, c'est tough, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est inspirant de voir, puis tu sais, de m'amener, quand je vais être plus vieux, je vais regarder en arrière tout ce qu'on a fait avant. C'est ça que je trouve qui est beau, quand même, malgré que ça fait peur, puis ça peut être shakeant, beaucoup. C'est beau de voir par où qu'on passe. Puis tu parles que tu as fait une dépression à 25 ans, puis je t'écoute parler, puis tantôt, je me dis, c'est parce que tu t'en rends pas compte, mais tu mets tellement d'énergie dans quelque chose que c'est sûr que si ça foire, t'es brûlé. Là, exact. Tout ce que tu avais qui te restait, tu l'as mis là-dedans. Complètement. J'avais lâché ma job. Je venais de lâcher ma job pour faire de l'humour un peu. Puis c'est tough, là, ça fait peur. Moi aussi, mes parents, c'était pas de mes parents, je serais pas là, honnêtement. Fait que c'est juste... c'était peur, hein? La vie va être tough, tu sais, on dirait la vie va être tough, toutes nos carrières vont être tough, mais tu te dis, je vais le faire, ça va être tough, jusqu'à temps que le premier coup de poing tough arrive, t'es comme, tabarnouche, c'est plus tough que je pense. Mais la différence, c'est qu'il y en a qui se lèvent et qui continuent, puis il y en a qui font comme, gars, c'est pas pour moi, puis peut-être qu'il y aurait eu une carrière extraordinaire, là, tu sais. Mais c'est ça la différence entre... c'est la rigueur, puis de continuer. Jamais arrêter. Puis... moi, tu sais, je repense à ma vie à cette heure, puis là, je veux pas être deep, là, je me semble... non, mais on a des Kleenex, on va tous pleurer ensemble. Moi, j'adore ça, là. Moi, j'ai su l'automne, puis c'est la première fois que j'en parle, là, publiquement, là, mais... ou en tout cas, j'ai frôlé ça à la radio, mais je n'ai pas parlé, mais l'automne passé, j'ai enfin eu un diagnostic de TDAH. OK. Tu sais, j'ai rencontré un spécialiste, un neuropsychologue. On a eu plusieurs rencontres ensemble, puis tout ça, parce que moi, je suis quand même plus vieux. Fait que j'ai passé tous les tests possibles, puis je l'ai fait de façon sérieuse. Je me dis, tant qu'à le savoir, là, je veux le savoir pour vrai, puis je voulais avoir... J'ai un super doc à qui je dis merci, d'ailleurs, qui est Dr. Pearson, que j'ai suivi, qui m'a suivi, en fait, puis... après ça, il y a plein d'affaires que j'ai compris. Dans le TDAH, l'hyperactivité, je comprends pourquoi je têtu de même, puis pourquoi je fonce. Moi, il n'y a jamais de défi assez gros pour moi, mais j'ai compris ma chute aussi. Je comprends. Tu sais, quand je te disais que tu mets tout dans quelque chose, tu sais, les TDAH vont dépenser beaucoup plus en énergie. Il y a des chiffres qui disent qu'on a même une moins longue espérance de vie en c'est pas majeur, mais ça existe pareil. Le cerveau fonctionne pas pareil. Fait qu'il y a une dépense en énergie, je pense, qui est 4 fois plus même. J'imagine. Tu sais, parce que ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Puis moi, sans rentrer trop là-dedans, j'ai la chance d'être un TDAH fonctionnel. Ce qui fait que j'ai réussi avec le temps à m'adapter à mon TDAH, puis à me trouver des trucs, puis des patterns, mais aussi structurer ma vie. T'sais. Quand t'as fait ta dépression, là, si t'avais décidé d'arrêter ça, puis aller dans une job plus traditionnelle, conventionnelle, 9 à 5, c'est là aujourd'hui... cette énergie-là, la surdose d'énergie, t'as dépenses en show, t'as dépenses en créativité, t'as dépenses en plein d'affaires qui doivent t'aider à fonctionner. On dirait que tu connais ça parce que tu viens de dire quelque chose de super important. Je disais toujours à Dr. Pearson, comment ça se fait que je m'en doutais que j'avais... mais que... c'est pas si c'est un step un ça. Parce qu'il dit, parce que tu t'es choisi un métier sur mesure... pour toi. C'est malade. Pour ton... comment t'appelles ça? Ta condition. Ta condition, c'est exactement ça. C'est une condition. Fait qu'il dit, t'aurais fait la même affaire, on t'aurait mis dans un métier où il y a un travail à la chaîne. Là, ton TDAH t'aurait pété. Là, tu l'aurais vu. Mais il dit, c'est comme si... c'est intéressant pareil. Mais là, on en parle beaucoup, mais finalement, c'est
c'est une maudite bonne affaire de le savoir jeune parce que tu peux t'orienter, toi, vers des trucs qui font vraiment plus de sens. Tu peux canaliser, tu sais, des façons de... C'est pas vrai... Oui, ça peut être une béquille pour certains, mais c'est pas vrai que ça va te ralentir, tu sais. Ça peut te ralentir des fois, mais comme tu peux l'exploiter comme que t'as fait, puis tu sais, t'as de l'air... comme on l'a vu, là, t'as bûché, puis t'as fait des sacrifices, puis tu sais, t'as de l'air proche de tes émotions aussi, fait que c'est un melting pot de comme... Tu sais, TDAH, t'es hyper actif, tu veux travailler beaucoup, puis les chutes sont intenses, mais c'est comment relever aussi que ça peut être difficile, là. Tu sais, la pente, elle peut être raide, là. Ça va être comment tu vas faire avec ta condition pour éviter un autre chute. Puis s'il y en a un autre, comment reprendre la pente. Tu sais, c'est rock'n'roll, là. Tu sais, c'est vallonneux. Là. Tout est vallonneux. C'est le fun qu'on en parle de plus en plus, parce que j'aurais aimé ça le savoir plus jeune. C'est ça. Là, tu sais, comme il disait, ça, t'oublies ça. Ça n'existe plus. Moi, j'ai toujours été beaucoup dans le présent aussi. Là. Je le dis à mes enfants, puis on regarde en avant dans la vie, tu sais, pas trop, pour te donner le vertige, mais en arrière, là, ça n'existe plus. Pardonne-toi des affaires, tu fais des gaffes, tout le monde en fait, ça n'existe plus. Là. Pense à aujourd'hui. Ouais, mais l'autre fois, je m'en sac de l'autre fois. Ça n'existe plus, tu sais. Là, qu'est-ce qui se passe? Fait que d'apprendre à mieux te connaître, moi, je sais que dans ma vie, là, l'automne passé, ça a été déterminant pour moi parce que il y a plein de choses que j'ai compris. Puis tu sais, moi, depuis tantôt, je vous parle, j'ai l'air bien calme, puis man, j'ai fait ma liste d'épicerie, j'ai flatté des boutons, j'ai fait tu sais, je veux dire, j'ai tout fait ça en vous parlant. Il y a quelque chose qui fait que... T'es là quand même. Je suis là quand même, puis je sais, tu sais, tu te connais, c'est je ça. me ramène plus vite. Tu sais, il y a plein d'affaires de même qui sont plus faciles pour moi. Puis il y a beaucoup de parents qui... T'as retenu 2-3 éternuements en plus, tu sais. En plus, tu sais, j'ai été capable de faire ça. Hey, je t'ai vu les yeux qui shakaient. Non, moi, en tout cas, c'est ça. Mais il y a beaucoup de parents aussi qui découvrent leur TDAH à cause des enfants. Ouais, j'imagine. Parce que maintenant, on en connaît plus. Il y en a-tu vraiment plus qu'avant? Je le sais pas. Parce que moi, des gars comme moi à l'école, il y en avait en maudit aussi qui se battaient dans le cours d'école. Qui regardait dehors de même, puis que moi, j'étais à la tête tout le temps des nuages. 64 papiers dans le dossier, il y en avait plus qu'un. Non, c'est ça. Il y en avait d'autres comme moi. C'était juste qu'on le savait moins. Mais en même temps, c'est sûr que ça peut être pas un défaut, mais ça peut t'amener certains défauts. C'est ça, il faut le nommer, mais en même temps, j'ai trouvé ça le fun aussi qu'il me parle de plein de personnalités qui l'étaient, puis qui ont eu une drive, puis que ça t'amène en quelque part. Fait que, tu sais, ce qui me fait bien chier, moi, dans ce qu'on vit depuis une couple d'années, c'est qu'on veut tellement mettre des étiquettes. OK, ouais, mais lui, il est le même. Lui, il rentre... Non, c'est plus compliqué que ça, une personnalité. Il y a des nuances. Tu peux c'est ce qui fait qu'on est différent. Beaucoup d'autres choses. Ce qui fait que tu es différent. Fait on a comme tendance à... Tu sais, là, on parle d'autisme, puis d'Asperger, puis de TDAH. Lui, il n'a pas d'H. Lui, c'est un TDA. Puis lui, c'est un... Tu sais, c'est fait de placer dans des petites boîtes partout, alors que tu peux aussi être un mélange de tout ça. Tu peux ne pas être TDAH pour oublier tes clés dans le char. Je veux dire, maintenant, on ne capotera pas avec ça. Puis, tu sais, c'est ça, ta tête peut spinner, tu penses à 56 millions d'affaires parce que tu vis de l'anxiété en ce moment. C'est pas à cause que le 3 mois que tu étais anxieux, tu étais TDAH. C'est comme, on a tous nos petits bobos, puis on a toutes nos façons de les gérer. C'est ça qu'il faut promouvoir. C'est de trouver des façons de le gérer. C'est de trouver, même, admettons, à 47 ans, d'aller voir un médecin puis demander d'avoir un diagnostic, mais c'est une façon de le gérer, puis c'est ça qu'il faut promouvoir. Mais c'est une ouverture aussi. Il y en a plein de gars là, là, qui veulent les bobos. Là. C'est pas moi. Mon père, c'était ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que non, moi, ça m'arrive pas à moi, ces affaires-là. C'est invincible, exact. Fait que c'est l'ouverture aussi, je trouve ça c'est le fun. Là, vraiment. Non, puis... un chapeau d'avoir fait ça. 1000 affaires en même temps, tu vois, mais... Un chapeau d'avoir fait ça, honnêtement, tu sais, si ça peut inspirer des gens d'aller, tu sais, admettons, s'ils pensent qu'il y a quelque chose, ils ont une condition qui est différente, ils sont pas capables de mettre le doigt dessus, mais il est jamais trop tard. Oui, puis d'aller voir. Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est que quand tu parlais d'anxiété... Tu sais, oui, ça existe l'anxiété, mais j'étais anxieux, moi aussi, quand j'étais jeune. Je veux dire, c'est ça, je veux dire que c'est dangereux de mettre dans une boîte. Moi, j'étais un anxieux. Pourquoi? On m'a toujours dit que j'étais un anxieux. Lui, c'était un anxieux, c'était un anxieux. Quand t'entends ça, tu finis par croire que t'es juste ça dans la vie, t'es un anxieux. C'est ça. Mais non. Tu sais, il y en a des anxieux, tu sais, médicamentés, puis ça existe. Mais la vie est anxiogène aussi. T'as peur de pas arriver, tout coûte cher, tu vas être à la hauteur, tu vas être un bon parent, tu vas, tu sais, maintenant, là, calme-toi, là. C'est correct, braille, t'es anxieux, mais demain, c'est d'autres choses, là. Puis, tu sais,
Fait que je trouve juste ça dangereux de catégoriser tout le monde tout le temps. Là. Parce qu'on finit par le croire. On finit par croire ça, que t'es juste ça. Ouais. Et moi, je m'en rends compte, là, depuis que je dis au monde que, mettons, je le sais que je suis TDAH, ils vont faire « Ah, ouais, mais tu sais, ils me niaisent. Ils savaient, puis c'est drôle. » Mais c'est qu'à un moment donné, sans le demander, ils vont dire peut-être « Ouais, mais toi, t'es TDA. » On le sait bien. Mais pourquoi tu me dis ça? Ouais, c'est ça. Je suis pas juste ça. C'est ça. Fait que déjà, toi, t'es en train de vouloir me mettre dans une boîte où moi, je vais me sentir mal d'être de même. Ouais, complètement. Mais ton TDA, là, tu sais, c'est ton chum, appelle-les, parle-y d'un projet, puis il va embarquer avec toi, puis il y a plein d'affaires que tu vas aimer aussi. C'est ça, arrête de vouloir. Les gens, je sais pas pourquoi c'est aussi important de faire ça. Puis il y a une autre affaire, tant qu'à être là, mêlez-vous donc de vos calices d'affaires. On est dans une société là, où tout le monde se mêle des affaires des autres. On peut dire ce qu'on veut dans la vie. Ta gueule. Je te connais pas, tu me connais pas. Tu connais pas mon passé, tu connais pas ta gueule. Je suis tellement tanné de ça. Bon, moi je ferais pas ça, puis garde l'autre ce qu'elle a l'air, puis lui, puis dadada, puis tu ta gueule. Tu parles de trucs anxiogènes, là. Ça, c'est, je veux dire, oui, c'en est un. Non, mais je veux dire, on est à l'ère où on a une voix, puis il y a des bonnes affaires qui sortent de ça, mais il y en a, c'est comme tu dis, il y en a beaucoup. C'est comme. C'est une autoroute à jugement. C'est bien plus facile, là. Tu sais, avant, là, admettons, là, dans le temps, on est 3 artistes, là, mettons, que. Tu voyais Daniel Lemire, tu voulais l'envoyer chier. Comme fallait que tu trouves son adresse, un timbre. Salut Daniel, ce que tu fais. Ça se peut qu'il fasse ça. J'en lis même pas, Chris. Là, c'est genre, c'est exposé. Puis, admettons qu'il y a plus que 300 likes, mais là, il y a un blog qui va le respiner. Si Pat Grou est arrivé, il est sorti avec le t-shirt à l'envers, qu'elle, la petite cave. C'est genre. Il éternue, esti. Il dit que c'est des allergies. C'est sûr qu'il y a la COVID. C'est ça. Fait que, il met le bébé de Ludovic en danger. En plus, hey, donne-leur pas d'idée. Hey Pat, ça a été un plaisir. Pour vrai, ça a vraiment fait du bien. Hey, c'était le fun à mort. Merci. Puis c'est bon votre podcast. Merci. T'es fin. On peut louer Grou qui est sur Apple, je pense à Apple. Ouais, mon dernier one-man show. Il est sur Apple, sur Vrai aussi. Cool. Sur les plateformes. Bientôt, plus tard sur TVA aussi. Fait que, dans ma tête, qui recommence très bientôt. Donc, là, je suis en tournage là. Très cool. Pour c'est ça, une autre saison. Là, il y a la dernière saison est sur Vrai en ce moment. OK. Puis là, là, c'est ça, on est en train de travailler sur l'autre. Là. Ça va être bien cool. Très cool. Puis, il y a un peu de radio. La radio, avec le fun est dans le retour. Avec Mathieu puis Corinne. Mathieu Pepper, Corinne, que j'adore. De feu. C'est fun à mort, vraiment. C'est vraiment le fun. Merci d'être venu, mon Pat. Merci à vous autres. Merci de m'avoir enduré avec le Morvonné. Puis vous autres aussi. Merci pour votre téléphone. Salut la gang.